Si vous deviez accomplir une série de 3 épreuves mortelles afin d'obtenir votre vengeance pour quelqu'un que vous aimiez, que feriez-vous? Il y a de nouveaux candidats sur le bio, mais cette fois, il n'y a pas que la survie pour gagner. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le labyrinthe mortel de la vengeance dans Saw 3. Jigsaw veut jouer à un autre jeu, mais sa nouvelle apprentie est sur le point d'enfreindre toutes les règles. Après avoir échoué à son jeu, Eric Matthews se réveille tout à coup sur le sol, au milieu d'une pièce plongée dans l'obscurité, sans rien d'autre qu'une lampe de poche et son arme de service qui se trouve juste à portée de main. Alors qu'il tente de les attraper, il se rend compte qu'il ne peut pas bouger. Il enlève alors sa chaussure et l'utilise pour rapprocher l'arme. Malheureusement, le chargeur est vide. Il le jette de côté et réussit à s'emparer de la lampe de poche à la place. Puis il finit par découvrir que sa cheville est enchaînée à un tuyau à proximité. Le premier réflexe du détective est de donner un coup de pied aussi fort que possible, mais il a beau se débattre, le tuyau ne bouge pas. C'est alors qu'il remarque une scie à métaux rouillée qui a manifestement été laissée là pour qu'il la prenne. Il s'en empare et tente désespérément de scier la chaîne, mais il se rend vite compte que c'est inutile, ce qui ne lui laisse qu'une seule option. De l'autre côté de la pièce, il aperçoit le pied coupé et encore enchaîné d'une des victimes précédentes, et il comprend tout à coup ce que Jigsaw veut qu'il fasse. Nerveux, il approche la scie de sa cheville et se prépare à travailler, mais il ne peut se résoudre à le faire. Il attrape alors le couvercle de la chasse d'eau des toilettes et le frappe sur son pied aussi fort qu'il le peut, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à faire craquer complètement sa cheville, ce qui lui donne l'effet de levier nécessaire pour se libérer de la menotte. Ok, ce type vient de donner un tout nouveau sens à l'expression « s'en sortir ». Il est difficile de contester les résultats obtenus, mais cela dit, sa stratégie d'évasion mériterait d'être améliorée. Pour les fans des films Saw, ce piège devrait être douloureusement familier. Mais est-il vraiment nécessaire de sacrifier un pied pour s'échapper? La vérité, c'est qu'Eric a renoncé à scier la chaîne bien trop vite. C'est pas parce qu'un autre imbécile s'est senti désespéré et a décidé de se couper le pied qu'il aurait dû en arriver à la même conclusion. Tout ce qu'il devait faire ici, c'était tenir la chaîne fermement, appuyer sur la section de la chaîne avec le poids de tout son corps et continuer à travailler jusqu'à ce qu'il ait réussi à la couper. Sans eau, il lui restait encore 3 jours pour survivre, voire plus s'il était capable de trouver une autre source d'eau quelconque, comme la condensation des tuyaux tout proches. Mais sans pied, il mourrait probablement de l'hémorragie en 3 minutes à peine s'il ne recevait pas tout de suite une aide médicale. C'est en fait un des rares pièges de la saga qu'il est possible de battre sans se blesser gravement. Mais malheureusement, les prochains joueurs des jeux de Jigsaw ne seront pas aussi chanceux. Bien sûr, nous savons depuis le dernier film que la seule raison pour laquelle Eric s'est précipité ici était parce qu'il essayait de sauver son fils kidnappé. Mais pour n'importe qui d'autre, il n'y aurait pas de danger immédiat à part celui de mourir de déshydratation, ce qui vous donne tout le temps de réfléchir à une stratégie de sortie qui n'implique pas d'amputation sur le champ. En plus il restera dans le sous-sol, plus il y aura de temps pour que les secours arrivent. Il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un est en route, bien sûr, mais ce serait vraiment dommage de se donner autant de mal en se sciant le pied ou même en se fracassant la cheville avant de chercher à savoir si les secours sont en route. En considérant toutes les possibilités, la meilleure chose à faire ici serait de continuer à essayer de couper la chaîne jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr que ça ne marchera pas. Maintenant, disons que cette scie était trop émoussée pour couper à travers le métal. À ce moment-là, le couvercle de la chasse d'eau des toilettes deviendra la meilleure option. Avant de le retourner contre son pied, il aurait été plus judicieux d'essayer de faire sauter le tuyau dans lequel il donnait des coups de pied quand il s'est réveillé. Il aurait pu frapper la chaîne à l'endroit où elle était reliée soit au tuyau, soit à son bracelet de cheville. Ou encore, voir s'il pouvait endommager le bracelet lui-même. Le fait de se briser la cheville aura certainement permis de faire le travail. Mais si c'était moi, je n'y aurais eu recours qu'après avoir essayé toutes les autres possibilités. Plusieurs mois plus tard, une équipe de policiers utilise un chalumeau pour se frayer un chemin à travers une porte métallique scellée dans une salle de classe abandonnée où ils vont trouver une autre des récentes victimes du maniaque. L'inspecteur Allison Carey arrive rapidement sur les lieux, nerveuse à l'idée qu'il puisse s'agir d'Eric. Mais le fait de chercher à savoir s'il ne s'agit pas de lui ne rend pas moins choquant ce qu'elle voit. Des morceaux de ce qui reste d'un homme maintenu par des chaînes avant d'être violemment réduit en miettes sont éparpillés dans la pièce. Il s'avère que la victime s'appelait Troy, et que Jigsaw l'a choisi parce qu'il avait gaspillé les avantages qu'on lui avait donnés dans la vie, et au lieu de ça, il avait choisi de devenir un criminel récidiviste passant la plus grande partie de sa vie en prison. Il a été enchaîné au sol et au plafond grâce à plusieurs crochets qui transperçaient la peau de son corps. Et il n'a eu que 90 secondes pour se libérer avant qu'une bombe de fortune n'explose. Cherchant désespérément à s'échapper, il a commencé à arracher les chaînes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, accrochée à sa mâchoire inférieure. Mais malgré tous ses efforts, il a été trop lent, et la bombe a explosé, le réduisant en miettes. Et ça fait une victime, et il en reste 8 à abattre.
Kerry ne peut pas s'enlever Eric de la tête, mais les autres officiers disent que la chose la plus importante à faire maintenant est d'aller chercher le tueur. L'équipe ne comprend pas comment Jigsaw a pu fabriquer un piège pareil, étant donné qu'il était pratiquement mort la dernière fois qu'ils l'ont vu. Mais c'est alors que Kerry dit qu'elle ne pense pas du tout qu'il s'agisse de lui. Elle explique que même si ces pièges ne sont pas vraiment équitables, ils laissent toujours à la victime un moyen légitime de s'échapper. Mais dans ce cas, la porte était scellée, ce qui veut dire que même si Troy s'était libéré à temps, il serait mort de toute façon. Ok, c'est tout simplement injuste. Le jeu a été spécifiquement conçu pour être ingagnable, et Troy était mort à l'instant où la bombe a commencé son compte à rebours. Sa seule chance de survie aurait été de neutraliser les explosifs d'une manière ou d'une autre et d'espérer que quelqu'un arrive sur place pour le faire sortir. Comme son temps était limité, il aurait pu essayer d'arracher uniquement les chaînes nécessaires pour lui permettre de s'approcher de la bombe, puis après avoir rapidement observé l'électronique, il aurait fait de son mieux pour deviner quel fil il pourrait arracher pour espérer la désamorcer. Qu'il y parvienne ou non, en restant là sans rien faire, il était mort de toute façon. Alors essayer et espérer le meilleur ne pouvait pas vraiment aggraver la situation pour lui. Par ailleurs, il semble que la charge explosive elle-même a été relativement faible, et que la plupart des dégâts aient été causés par les bouts de métal à l'intérieur de ce pot. En gardant ça à l'esprit, il aurait pu essayer de placer la bombe à l'intérieur d'un des bureaux pour espérer contenir et rediriger une partie de la puissance de l'explosion, ou jeter la chose près des portes ou des fenêtres et se mettre à couvert derrière un des bureaux. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment de moyen de s'en sortir, et le pauvre Troy était condamné dès le départ. Ce soir-là, alors qu'elle est en train de faire sa toilette à son appartement, Kerry a une vision d'Eric qui se reflète dans le miroir de sa salle de bain. Toujours obsédée par l'affaire, elle s'assoit sur son lit et regarde la cassette de Jigsaw entourée des dossiers de preuves des enquêtes précédentes. À ce moment-là, elle remarque quelque chose d'étrange. À la fin de l'enregistrement, elle voit une vidéo diffusée en direct et qui semble provenir du placard de sa propre chambre. Agissant rapidement, elle prend son arme de poing sur sa table de nuit et tire 4 fois à travers la porte du placard avant d'aller voir ce qui se passe. Tout à coup, quelqu'un qui porte un masque de cochon apparaît dans la pièce, juste derrière elle, et l'assomme instantanément. Quand elle se réveille enfin, elle se rend compte qu'elle a été emmenée dans un bâtiment abandonné et qu'elle se trouve maintenant au milieu d'un des pièges de Jigsaw. Depuis un écran situé de l'autre côté de la pièce, la marionnette explique qu'elle est attachée à un dispositif accroché à sa cage thoracique. La clé qui permet de déverrouiller cet appareil se trouve au fond d'un bocal d'acide qui est suspendu juste devant elle. Elle n'a qu'1 minute pour la récupérer avant d'être mise en pièces. Horrifiée, elle plonge sa main dans le bocal, hurlant de douleur à mesure que l'acide dissout sa peau. Mais elle parvient finalement à attraper la clé. Les mains tremblantes, Kerry ouvre désespérément le cadenas et se rend compte que ce n'était qu'une ruse. Tout comme le dernier piège, c'en est un dont elle n'est pas supposée s'échapper. Le véritable tueur entre alors dans la pièce et se révèle à elle juste avant la fin, quand tout à coup, le piège s'active, déchirant la poitrine de Kerry et la tuant brutalement. Ça fait 2 victimes, et il en reste 7 à abattre. Au même moment, le Dr Lynn, urgentiste, parvient à sauver la vie d'un enfant gravement blessé dans un accident de voiture. Ses collègues ont remarqué qu'elle n'était pas elle-même ces derniers temps, mais en réalité, elle est aux prises avec des problèmes familiaux et a une forte dépendance aux médicaments sur prescription. À la fin de son service, elle se rend au vestiaire pour rassembler ses affaires, et elle découvre qu'elle a été enfermée à l'intérieur. Comme personne ne répond à ses appels à l'aide, elle décide d'essayer de joindre quelqu'un sur son téléphone portable. Mais tout à coup, un agresseur portant un masque de cochon surgit de l'ombre pour l'assommer et l'emmener. Quelque temps plus tard, elle se réveille attachée à une chaise au milieu d'un horrible atelier et le kidnappeur se révèle être Amanda Young, une des anciennes victimes de Jigsaw qui a survécu à son test et est devenue son apprentie. Elle la conduit dans la pièce voisine et Amanda met Lynn en présence de John Kramer en personne. Il lui explique que c'est dans son hôpital qu'il a reçu son diagnostic fatal et il lui reproche de ne pas apprécier les avantages qu'elle a reçus dans la vie avant de lui dire qu'il veut jouer à un jeu. C'est alors qu'Amanda attache un collier métallique autour de son cou, qui contient 5 cartouches de fusil de chasse pointées sur sa tête. Le collier est relié au cardiofréquence-mètre de John. Et s'il meurt ou si elle tente de se mettre hors de portée, les cartouches se déclencheront et la tueront sur le coup. Dans un autre endroit, une autre victime est sur le point de subir une série de tests. Amanda possède la seule clé. Et si Lynn parvient à garder John en vie jusqu'à ce que l'autre victime termine son test, alors elle sera elle aussi libre de partir. Ok, Lynn est peut-être dans une situation difficile, mais la triste vérité, c'est qu'elle a rendu sa capture beaucoup trop facile pour Amanda. Jusqu'à ce qu'elle lui mette le collier, Lynn n'était pas en danger immédiat. De plus, ils ont clairement besoin d'elle en vie pour s'occuper de John, donc ils n'auraient peut-être pas été prêts à la tuer si elle avait au moins essayé de se défendre. Dès qu'elle s'est réveillée, avant même de comprendre où elle était et ce qui se passait, la première chose que Lynn aurait dû faire était d'essayer de se libérer.
Puisque la seule chose qui la retenait était quelques cordes mal attachées, si c'était moi, j'aurais rapidement commencé à bouger mes poignets d'avant en arrière pour essayer de créer assez d'espace pour glisser mes mains, et ensuite j'aurais attendu l'occasion de commencer à me battre avec tout ce que j'avais. Une fois qu'ils ont mis le collier sur son cou, la partie est pratiquement terminée, donc la solution aurait été d'essayer de frapper Amanda avant même qu'elle n'ait la chance de l'enfermer dans le collier. Comme John est sur le point de mourir, il n'aurait pas pu aider son amie une fois que la bagarre aurait commencé. Du coup, elle n'aura jamais eu une meilleure chance de faire son coup que quand elle s'est réveillée pour la première fois. Est-ce que c'est risqué ? Absolument. Mais personnellement, je préfère mourir en combattant maintenant plutôt que d'attendre de voir ce que ces monstres ont en réserve. Pendant ce temps, Jeff, le mari de Lynn, se réveille piégé dans une caisse en bois quelque part dans une usine d'emballage de viande abandonnée. En regardant autour de lui, il trouve un lecteur de cassettes et Jigsaw lui explique qu'il a été choisi parce qu'il est obsédé par la vengeance contre un chauffard ivre qui a tué son fils, et celui-ci n'a été condamné qu'à une toute petite peine. Il est sur le point de relever plusieurs défis, lui offrant la possibilité de choisir entre la vengeance et le pardon, l'épreuve finale étant une confrontation avec l'assassin de son fils, s'il parvient à aller jusqu'au bout. En pesant de tout son poids sur les parois de la caisse, il parvient finalement à la faire tomber du chariot élévateur où elle était suspendue, à ouvrir la caisse et à se libérer. Jeff a alors un flashback qui le montre dans la chambre de son fils, en train de se préparer à affronter l'assassin de son enfant. Après quelques verres d'alcool, il remarque qu'une peluche de son fils a disparu et il se précipite dans la chambre de sa fille où il la surprend en train de dormir avec l'animal. Furieux, il lui dit de ne plus jamais toucher aux affaires de la chambre du garçon, montrant ainsi qu'il est toujours extrêmement attaché aux possessions de son fils. De retour dans sa chambre, il remet la chemise du garçon dans le placard quand tout à coup, Amanda surgit de derrière la porte et le kidnappe. De retour dans le bâtiment abandonné, Jeff se relève et commence à regarder autour de lui. Sur une table à proximité, il trouve un mot qui dit « Ouvre la porte, Jeff », ainsi qu'une photo de lui qui a été déchirée à partir d'une photo plus complète. Et il trouve également une petite clé. À l'atelier, Amanda alterne entre le suivi des progrès de Jeff et l'observation du travail de Lynn. Le médecin commence à faire des tests pour évaluer l'état de John, et Amanda intervient pour l'informer que le jeu a commencé. Essayant de la raisonner, Lynn dit qu'ils doivent emmener John à l'hôpital s'il veut survivre. Mais Amanda la réprimande en l'attrapant par les cheveux et lui explique qu'ils l'ont emmené ici pour une raison. Aller à l'hôpital n'est pas une option. Mais sans les médicaments et l'équipement appropriés, Lynn soutient qu'il ne s'en sortira jamais. C'est alors que John prend la parole, disant à Amanda que cette femme ne peut pas agir si elle continue à la menacer, et il lui rappelle de respecter les règles. Tout à coup, son rythme cardiaque s'accélère et il commence à vomir. Alors qu'il est en pleine crise d'épilepsie, Lynn entre immédiatement en action en le maintenant immobile, et en criant à Amanda de garder le masque à oxygène sur son visage. Paniquée, elle fouille la pièce à la recherche d'un médicament contre les crises, mais sans lui, il n'y aura rien à faire. Heureusement, la crise se calme et l'état de John se stabilise. Bien qu'Amanda soit manifestement ébranlée par l'événement, Lynn lui demande si elle est prête à l'emmener à l'hôpital, en lui expliquant que John a besoin d'une opération pour soulager la pression dans son cerveau. Elle accepte l'opération, mais elle demande à ce qu'elle soit faite dans l'atelier, et elle dit qu'elle ira chercher tout ce dont Lynn aura besoin pour pouvoir le faire ici. Ok, la situation peut sembler mauvaise pour Lynn, mais ce qu'Amanda ne réalise pas, c'est que ça lui donne une occasion parfaite de s'échapper. Avec John sur son lit de mort, les seules menaces réelles dans la pièce sont Amanda elle-même et le collier piégé qui est attaché autour de son cou. Comme Amanda détient la clé, si Lynn peut chercher un moyen de la mettre hors d'état de nuire et de s'emparer de la clé sans déclencher l'alarme, elle sera libre. Parmi le matériel qu'elle s'apprête à commander, Lynn devrait demander plusieurs doses de sédatifs très puissants. Pour Amanda, ça ne devrait pas paraître suspect, parce qu'elle sait qu'il s'agit d'un élément important de la procédure. En réalité, Amanda apportera tout ce dont Lynn a besoin pour s'échapper. Avec les sédatifs tous bien conservés, tout ce que Lynn aura à faire, c'est d'attirer Amanda hors de la vue de John avant de chercher une occasion de la piquer avec une forte dose, pour l'assommer silencieusement. Puis elle pourra prendre la clé et se tirer de là avant que qui que ce soit ne sache ce qu'elle a fait. Même si elle est enfermée à l'intérieur, sans le collier, rien ne l'empêchera de s'emparer d'une des dizaines d'armes qui traînent dans la pièce, d'abattre ses deux ravisseurs et d'avoir tout le temps nécessaire pour trouver un moyen de sortir. En fouillant le bâtiment, Jeff finit par arriver à une grande porte de congélateur portant l'inscription « Affronte tes peurs ». À l'intérieur, il trouve une femme pendue à une chaîne et la porte se referme immédiatement derrière lui. La femme se réveille et commence à le supplier d'épargner sa vie. À peine capable de prononcer un mot à cause du froid glacial, Jeff remarque un cadenas attaché aux chaînes, mais la clé qu'il a trouvée ne fait pas l'affaire. Il repère un autre cadenas sur une porte voisine et la clé qu'il a trouvée ne correspond pas non plus. C'est alors qu'il remarque un lecteur de cassette placé dans un coin de la pièce. Il écoute Jigsaw lui expliquer qu'il s'agit de son premier test. La femme en face de lui était le seul témoin de la scène qui a coûté la vie à son fils. Mais elle était tout simplement trop égoïste pour venir en aide à son fils ou pour témoigner contre le tueur.
Une clé placée derrière un tas de tuyaux glacés permet de déverrouiller la porte, et peut également être utilisée pour libérer la femme s'il choisit de lui pardonner. Tout à coup, plusieurs tuyaux se mettent en marche et aspergent la femme d'eau glacée alors qu'elle se met à hurler de douleur, avant de s'éteindre à nouveau et de leur donner une chance de parler. Jeff se contente d'écouter la jeune femme qui le supplie de la laisser partir. Elle explique qu'elle n'a rien fait personnellement à son fils, mais il affirme que c'est justement pour ça qu'elle mérite son sort. Au bord de la mort, la femme s'excuse en larmes en disant qu'elle est humaine et qu'elle a fait une erreur, ce qui convainc Jeff de la libérer. Alors que l'eau se remet à couler, il enroule son bras dans la manche de son pull pour se protéger des tuyaux glacés, mais la clé est suspendue hors de sa portée. À présent, la femme est complètement gelée, mais il y a une chance qu'elle soit encore en vie. Jeff se penche le plus près possible des tuyaux, se brûlant le côté du visage sur le métal glacé. Il finit par attraper la clé, bien qu'il perde un peu de peau sur sa joue. Puis il se précipite à nouveau vers la jeune femme, il tend la main pour attraper le cadenas, mais il se rend compte qu'il est complètement gelé, et qu'il n'a plus aucun moyen de la sauver. Ça fait 3 victimes, et il en reste 6 à abattre. Ok, si Jeff voulait vraiment sauver cette femme, il a perdu beaucoup de temps à la traiter avec autant de froideur. À l'avenir, il devra immédiatement décider s'il veut sauver la victime ou la laisser mourir. Ne serait-ce que pour rationaliser le processus. Maintenant, il y a quelques avantages à laisser les pièges de Jigsaw suivre leur cours. L'un d'entre eux étant que Jeff obtiendrait sa vengeance tant attendue, mais aussi parce que ça simplifie les choses et élimine le risque que l'autre personne décide de se retourner contre lui à un moment ou à un autre plus tard. Personnellement, je choisirais de sauver tout ce que je peux, parce que le fait d'avoir une équipe d'alliés reconnaissants pourrait m'aider dans les tests futurs. Et surtout, j'aurais quelqu'un à utiliser comme bouclier de viande si les choses finissaient par prendre une autre tournure. Pour sauver la vie de la femme, la première chose que Jeff aurait dû faire était de s'accrocher aux conduites d'eau et d'utiliser le poids de son corps pour essayer de les arracher une par une. Elles n'ont pas l'air très solides, et s'il parvenait à les mettre hors d'état de nuire, ça lui donnerait un peu plus de temps pour atteindre la clé et déverrouiller les liens de la femme. Pour ce qui est de la clé elle-même, Jeff a pris la bonne décision en utilisant la manche de son pull pour se protéger des tuyaux gelés. Ce qu'il n'a pas fait en revanche, c'est réfléchir au scénario jusqu'au bout. Puisque la clé était hors de portée, il a fini par devoir s'approcher si près des tuyaux qu'il s'est brûlé la peau du visage. Le fait est qu'il porte plusieurs couches de vêtements, donc en enlevant simplement l'une d'entre elles et en l'utilisant pour protéger son visage, il aurait pu atteindre la clé sans se faire le moindre mal. Bien qu'il ait réussi à s'en sortir ici, il va devoir commencer à réfléchir de manière beaucoup plus créative, s'il veut passer la prochaine épreuve sans encombre et obtenir la meilleure fin possible quand il sera au bout du couloir. Jeff trouve une autre note qui dit qu'une seule balle mettra fin à tout ça. Il y a aussi une photo de son fils découpée dans la même grande photo et une seule balle d'arme de poing. Dans l'atelier, Lynn commence à regarder autour d'elle pendant l'absence d'Amanda, essayant de trouver un moyen de s'échapper. Juste à ce moment-là, Amanda apparaît derrière elle, disant qu'elle sait exactement ce qu'elle voulait faire. Au lieu de répliquer, elle tend simplement une hache à Lynn. Elle lui donne la possibilité de la tuer, mais elle lui explique toutes les raisons pour lesquelles ce serait une mauvaise idée. Lynn ne peut que rester là, alors qu'Amanda reprend la hache et lui dit qu'elle a ce qu'il faut pour l'opération de John. Se rendant à son chevet, Amanda informe John en larmes des progrès de Jeff, disant qu'il a passé le premier test. Il est clair que l'homme ne va pas bien, et il lui dit qu'il a besoin qu'elle fasse quelque chose, expliquant qu'elle trouvera une enveloppe avec ses instructions dans le tiroir du milieu de son bureau. Alors que la procédure médicale est sur le point de commencer, Amanda admet qu'elle est terrifiée à l'idée de le perdre. Mais il la rassure en lui disant que tout se passe exactement comme prévu. Pendant ce temps, Jeff tourne au coin d'un couloir où il trouve une reconstitution de la scène de la mort de son fils. La marionnette se moque de lui quand il la ramasse, ce qui le met extrêmement en colère. Et il voit une autre porte devant lui, marquée des mots « Il est temps de lâcher prise ». En se frayant un chemin à l'intérieur, il active accidentellement le piège et la porte se referme derrière lui. C'est alors qu'il entend un homme appeler à l'aide quelque part dans la pièce. En grimpant à l'échelle jusqu'au 2e niveau, il trouve un autre magnétophone suspendu à une chaîne. Et il trouve l'homme en question au fond d'une énorme cuve. Il découvre qu'il s'agit du juge Alden, l'homme qui a condamné l'assassin de son fils à une peine incroyablement légère. La clé de la sortie et de la libération du juge est cachée quelque part dans les affaires de son fils. Mais pour la trouver, il devra prendre la décision de tout incinérer. Les machines de la pièce se mettent alors en marche et le tapis roulant transportant les corps putréfiés des porcs morts commence à les déverser dans un hachoir à viande, leur tripes liquéfiées étant acheminées dans la cuve et menaçant de noyer le juge dans une boue répugnante. Jeff réfléchit lentement à sa décision, demandant au juge s'il se souvient de ce qu'il a fait. Le juge supplie Jeff de le sauver et de ne pas devenir lui-même un assassin, ajoutant qu'il a un fils lui aussi. Ok, Jeff doit agir rapidement avant de perdre un autre bouclier de viande en parfait état dans le piège de Jigsaw. Le pour et le contre pour sauver le juge ou le laisser mourir sont les mêmes que dans le dernier test. Si c'était moi, j'essaierais d'épargner la vie de cet homme.
Mais il va falloir agir vite. Quand Jeff est entré dans la pièce, il a accidentellement retiré une goupille du panneau de contrôle de la machine, ce qui semble avoir activé le piège. Cette goupille devrait toujours être suspendue près du mur, attachée au fil. Donc la première chose que j'essaierai de faire serait de voir si je peux m'en emparer et la remettre à sa place d'origine, avec l'espoir d'éteindre le tapis roulant. Si ça ne marche pas, il pourrait essayer la méthode de la force brute en détruisant le panneau de contrôle lui-même pour arrêter la machine de cette façon, ou en trouvant quelque chose comme une tige de métal à coincer dans les engrenages pour l'arrêter. Maintenant, pour ce qui est de l'incinérateur rempli des affaires de son fils, il semble que la porte ne soit sécurisée que par un cadenas, ce qui veut dire que s'il pouvait le frapper assez fort avec n'importe quel objet contondant qu'il pourrait trouver, il pourrait probablement forcer l'entrée sans avoir à allumer les flammes. Il lui faudrait cependant trouver dans lequel des objets de son fils la clé est cachée, ce qui l'obligerait peut-être à les détruire au passage. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, la décision la plus intelligente serait de fermer les yeux et d'allumer rapidement l'incinérateur sans se permettre de trop réfléchir. À moins qu'il ne veuille rester coincé là sans vengeance et perdu à jamais, il devra trouver la clé pour sortir de la pièce quoi qu'il arrive au juge. Il est donc préférable d'en finir le plus vite possible, comme ça il pourra espérer sauver l'homme à temps et avoir un allié potentiellement utile tout en se rapprochant un peu plus de la liberté et de l'assassin de son fils. Prenant son temps, Jeff se dirige vers l'incinérateur, mais il ne peut se résoudre à détruire les seuls liens physiques qu'il lui reste avec son fils. Le juge finit par cesser de crier. Jeff active l'incinérateur à contre-cœur et regarde les affaires de son fils se transformer en cendres sous ses yeux. La clé tombe dans les cendres et il se précipite vers la cuve où il trouve le juge à quelques secondes de se noyer dans les tripes de porc. Jeff déverrouille la chaîne et le remonte juste à temps. De retour à l'atelier, Lynn prépare tout ce dont elle aura besoin pour l'opération de John. Et Amanda arrive pour lui donner une fois de plus des nouvelles des progrès de Jeff. Lynn explique qu'elle doit découper une partie du crâne de John pour réduire la pression sur son cerveau. Bien qu'elle lui donne une anesthésie locale pour atténuer la douleur, il devra rester conscient pendant toute la durée de l'opération. Elle utilise d'abord un scalpel pour ouvrir et décoller la peau de la zone révélant la surface du crâne. Puis elle demande à John de garder la bouche fermée alors qu'elle allume une perceuse électrique. Elle fait 4 trous dans la paroi osseuse. Lynn prend ensuite une scie circulaire et découpe soigneusement une partie du crâne, un côté à la fois. La procédure est enfin terminée, mais tout à coup, le rythme cardiaque de John commence à chuter. Lynn fait tout ce qu'elle peut pour le maintenir en vie, et Amanda se met à paniquer complètement. Heureusement, il parvient à se stabiliser. Mais alors qu'il revient à lui, il attrape le bras de Lynn et lui dit qu'il l'aime. Ce qui fait sortir Amanda de la pièce en trombe. Pendant que Lynn nettoie après l'opération, Amanda entre et serre le vieux John dans ses bras. Lynn lui fait remarquer qu'il est encore en état de choc et que John ne peut pas l'entendre. Furieuse, Amanda la saisit à la gorge et s'apprête à dégainer un pistolet, quand tout à coup, John se réveille et ordonne à sa disciple de laisser la doctoresse tranquille. Et il lui demande de quitter la pièce. Une fois qu'elle est partie, il s'excuse auprès de Lynn pour son comportement. À l'extérieur, Amanda a un flashback des conséquences du premier jeu où elle a aidé Jigsaw à mettre le plan en place. Une des victimes, un homme nommé Adam, avait survécu aux épreuves, mais on l'avait laissé mourir de ses blessures dans une salle de bain délabrée. Se sentant coupable, Amanda était retournée dans la pièce et avait promis de le libérer, bien que ce qu'elle voulait vraiment dire était de l'étouffer à mort avec un sac en plastique. Ce geste avait fait d'elle une meurtrière, ce qui est strictement contraire au règlement de Jigsaw. Pendant ce temps, Jeff et le juge arrivent devant la porte de la 3e épreuve de son test, sur laquelle sont inscrits les mots « Voici ta chance ». Sur une table à proximité, il trouve une note indiquant « Un pas de plus vers ta vengeance », ainsi qu'un chargeur d'armes de poing, et un autre morceau de la photo déchirée représentant sa fille. Le juge s'excuse pour ce qui est arrivé à son fils, mais il affirme également que la vengeance ne résoudra rien. Malgré tout, Jeff défonce la porte, activant le piège final. À l'intérieur de la pièce, il trouve un homme accroché à un appareil de torture avec un lecteur de cassette suspendu à son cou. L'homme devant lui est le conducteur qui a renversé et tué son fils. Il a maintenant l'occasion de se venger ou de pardonner à l'homme et de le libérer. L'appareil va lentement lui tordre les bras, les pieds et le cou, le mutilant membre par membre, à moins que Jeff ne récupère une clé placée à l'intérieur d'une longue boîte en verre et reliée à la détente d'un fusil de chasse à 2 coups. Dès que la bande est terminée, la porte par laquelle ils sont rentrés se referme et une minuterie commence à décompter 1 minute tandis que la machine se met en marche par à-coups. Jeff assiste impuissant à la torsion du bras droit de l'homme jusqu'à ce que l'os se brise et traverse la peau. Pour tenter de le sauver, le juge veut s'emparer lui-même de la clé, mais il est trop effrayé pour la saisir. Le bras gauche de l'homme se brise ensuite de la même manière, mais alors que ses pieds commencent à se tordre, Jeff décide finalement d'épargner sa vie. Il s'approche de la boîte et observe rapidement la façon dont elle est installée, avant de tendre la main et de tirer la clé vers lui aussi loin qu'il le peut. Avec précaution, Jeff décroche l'attache et prend la clé. Mais au moment où il lâche la ficelle, le fusil tire et arrache le côté du visage du juge, le tuant sur le coup.
Alors qu'il ne reste plus que quelques secondes, il retourne vers le piège, mais ne parvient pas à trouver l'emplacement de la clé à temps. Et l'appareil brise le cou de l'homme, alors que Jeff ne peut rien faire d'autre que regarder. Ça fait 5 victimes, et il en reste 4 à abattre. Ok, il semblerait que Jeff ait finalement obtenu ce qu'il voulait, mais la vengeance n'était pas si douce après tout. Vous voyez, jusqu'à présent, il a fini par essayer de sauver les 2 victimes précédentes après avoir pris le temps de réfléchir. Alors, s'il savait au fond de lui qu'il ferait la même chose même pour l'assassin de son fils, il aurait vraiment dû agir plus rapidement pour récupérer la clé et le sauver. Je veux dire, à quoi bon attendre que les bras et les jambes du type soient complètement défoncés et qu'il se vide de son sang avant de passer à l'action ? Avec autant de dégâts, il ne sera plus qu'un boulet dont Jeff va devoir s'occuper pendant qu'il essaiera ensuite de trouver la sortie. Si tu veux le laisser mourir, alors laisse-le mourir, mais n'attends pas la dernière seconde avant de te décider à le libérer. La façon dont il a récupéré la clé du piège était presque parfaite, mais quand il s'est rendu compte qu'en tirant la clé vers lui, il appuyait sur la détente du fusil, il aurait dû s'assurer vite fait que personne ne se trouverait dans la ligne de mire avant de lâcher la ficelle. Franchement, après tout ça, j'aurais détesté m'être donné la peine de sauver le juge la première fois pour qu'il soit ensuite transformé en double face si près de la ligne d'arrivée. Pendant qu'Amanda regarde ce qui se passe derrière les caméras, John commence à poser des questions à Lynn sur sa vie privée, expliquant qu'il est dans son intérêt de le faire parler. Elle avoue que les choses ne se sont pas bien passées avec son mari, bien que maintenant, elle dise qu'elle donnerait n'importe quoi pour le revoir. Mais John lui reproche d'avoir joué un rôle dans l'échec de leur relation, et de ne pas avoir été là pour ses enfants. Prenant sa main, Lynn le supplie de la laisser partir. C'est alors qu'Amanda entre pour leur donner des nouvelles, mais John lui dit de ficher le camp. Le cœur brisé, elle se rend dans la pièce voisine et s'empare d'une arme de poing avant de revenir au chevet de John et de lui annoncer que Jeff a réussi le 3e test. Selon John, ça veut dire que Lynn est libre de partir, mais Amanda refuse d'enlever le collier et d'honorer sa part du marché. C'est alors qu'il lui apprend qu'il sait qu'elle a secrètement tué des survivants du jeu, y compris Eric, qui l'avait fait condamner à tort, et qui était à l'origine de la spirale descendante qu'est devenue sa vie. Il s'avère qu'Eric avait réussi à se libérer avant qu'elle ne quitte le bâtiment abandonné où il était détenu. Après l'avoir entendu arriver dans le couloir, Amanda avait d'abord décidé de se cacher et de le laisser partir. Mais il avait rapidement découvert sa présence et l'avait attaqué avec un tuyau en métal. Pendant la bagarre, elle avait réussi à donner un coup de pied à la cheville blessée d'Eric, ce qui l'avait étourdi de douleur et lui avait donné une chance de s'échapper. Mais alors qu'elle s'éloignait, il avait commencé à se moquer d'elle. Et dans sa rage, elle était revenue sur ses pas pour finir le travail. Bien que ce soit contraire aux règles, John a choisi de lui pardonner, en lui donnant une dernière chance de prouver qu'elle peut lui succéder. Confuse, elle demande pourquoi cette femme est si importante pour lui. Mais John répond qu'elle n'est pas du tout importante pour lui, mais qu'elle est incroyablement importante pour Amanda elle-même, ajoutant que c'est sa dernière chance d'arranger les choses. Alors qu'il se ferait un chemin dans le bâtiment, Jeff trouve une dernière note avec les mots « dernière chance » et l'arme de poing correspondant au chargeur et à la balle qu'il a ramassée au cours de son parcours. Jeff entre dans l'atelier et appelle sa femme, mais alors qu'elle court vers lui, Amanda lui tire une balle dans le dos. Et Jeff, furieux, lève son pistolet et utilise sa seule balle pour tirer dans le cou d'Amanda. Elle s'effondre sur le sol et se vide de son sang. John révèle que le test était en fait celui d'Amanda depuis le début, parce que ses jeux à elle étaient impossibles à gagner. Ses sujets de test n'étaient en fait rien d'autre que des victimes de meurtre, et il a donc décidé de lui donner une dernière chance de prouver qu'elle pouvait jouer selon les règles. En mettant en place ce test, il l'a délibérément laissée dans l'ignorance de l'histoire du couple, espérant qu'elle ferait le bon choix et libérerait Lynn quand elle gagnerait le jeu, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Maintenant que son jeu est terminé et qu'Amanda s'écroule morte, ça fait 6 victimes, et il en reste 3. Jeff lève son arme et la pointe sur John, mais ce dernier affirme qu'aucune vengeance n'arrangera les choses. En riant, il appuie sur la détente, mais l'arme est vide, et il reporte son attention sur sa femme. John explique qu'il peut faire venir une ambulance en 4 minutes pour sauver la vie de sa femme, mais que la seule façon pour Jeff de l'aider est de résister à son désir de vengeance et de lui pardonner. Jeff s'approche de son chevet et lui dit qu'il lui pardonne. Mais tout à coup, il brandit une scie circulaire qu'il utilise pour trancher la gorge de John. Ok, ces idiots viennent tous les deux de prendre les pires décisions possibles. Quand il s'agit de Jigsaw, ces jeux peuvent être tordus, mais il y a toujours un moyen de gagner si vous suivez ces foutues règles. Il semble que ces deux-là ne soient que les derniers d'une longue lignée de dégénérés qui ont dû apprendre cette leçon à leurs dépens. Amanda et Jeff, vous avez tous les deux merdé. Commençons par toi, Amanda. En tant qu'apprentie diabolique de Jigsaw, tu aurais dû savoir mieux que quiconque comment tout ça était censé se dérouler. Corrige-moi si je me trompe, mais dans la maison abandonnée avec la fosse à aiguilles il y a quelques mois, n'étais-tu pas celle qui rappelait constamment aux autres otages qu'ils ne survivraient que s'ils respectaient les règles? Et puis te voilà, un peu plus âgée, mais apparemment pas plus maline. Tu penses que tu peux prendre les choses en main et te moquer de tout sans avoir à en subir les conséquences. S'il y avait une personne qui était sûre de comprendre ce que tu faisais, c'était bien John.
Et quand il l'a découvert, comment pensais-tu qu'il réagirait? Tuer tes victimes sans jamais leur donner une chance de se racheter va directement à l'encontre de tout ce sur quoi reposent ces jeux. Alors bien sûr, il fallait trouver un plan alambiqué pour te donner une dernière chance de rédemption. Malheureusement pour tout le monde, il semblerait que tu aies échoué lamentablement. Et le pire, c'est que tu n'es pas la seule. Ce qui nous amène à toi, Jeff, qui a pris la pire décision possible au moment où c'était le plus important. Je veux dire sérieusement, regarde cette pièce. Ta femme vient de recevoir une balle dans le dos. Et John t'a dit qu'il pouvait faire venir une ambulance pour lui sauver la vie à condition que tu épargnes la sienne. Et je ne parle même pas de l'horrible dispositif mortel qui est toujours attaché autour de son cou. Il aurait peut-être été sage de lui demander ce qu'il en est avant de prendre des décisions hâtives. En plus, tous les tests effectués jusqu'à présent étaient axés sur le thème du pardon. Et quand tu n'as pas réussi à lâcher prise, quelqu'un est mort. En regardant autour de toi, tu pouvais constater que ta femme était la seule personne qui pouvait souffrir si tu prenais une mauvaise décision. Il y a donc de fortes chances qu'en échouant à cette dernière épreuve, elle perde la vie. C'est ce qu'on appelle une évidence. Tu aurais dû écouter John et lui pardonner. Mais tu as tout gâché à la toute fin et tu es sur le point de découvrir que même dans la mort, Jigsaw a encore quelques tours dans son sac. En un instant, la porte de la chambre se referme, le piégeant à l'intérieur. Le moniteur de fréquence cardiaque de John s'arrête et le collier autour du cou de Lynn s'active et fait exploser sa tête en 1000 morceaux. Ça fait donc 8 victimes et il n'y a qu'un seul survivant. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Dans son dernier souffle, John active un lecteur cassette. Il explique à Jeff qu'il était son dernier test et qu'en le tuant, il a échoué. Pendant que Jeff était pris au piège, John a capturé sa fille et il était le seul à savoir où il pourrait la retrouver. La fille est piégée quelque part avec une quantité d'air limitée pour survivre. Et si Jeff veut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard, vous l'aurez deviné, il devra jouer à un autre jeu. Mais que feriez-vous si vous vous réveilliez dans le repère super secret de Jigsaw avec un collier de cartouches de fusil attaché à la tête? Est-ce que vous seriez du genre à pleurnicher et à faire tout ce qu'il vous dit? Ou est-ce que vous lui demanderiez où il a bien pu trouver tous ces sacs Ziploc, ces petites cassettes minuscules et ces petits magnétophones étanches? Ah non, c'est juste moi ça. Laissez un like, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez dans cette situation. Consultez aussi la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!